Le soir, après une longue journée de travail, votre seul réconfort se trouve dans votre assiette? Quand l'ennui, la tristesse ou la solitude se présentent, vous vous jetez sur la nourriture? Vous avez décidé d'arrêter de contrôler votre alimentation, mais vous continuez de manger vos émotions? Restez bien attentif à cette vidéo parce que je vais vous révéler le facteur qui vous empêche de vous réguler naturellement. À la fin de la vidéo, je vais vous donner la clé pour régler définitivement cette question. Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire. La méthode qui vous permet de faire la paix avec votre corps et la nourriture. Pendant des années, j'ai fait plein de recherches pour trouver une solution. J'ai entendu de tout, essayer de couper l'envie de manger en faisant une autre activité ou en se remplissant d'aliments peu caloriques. Apprendre à gérer ses émotions en utilisant un carnet, la méditation ou en communiquant avec quelqu'un d'autre. J'y ai vraiment cru et je me suis investi pleinement dans ces solutions qui m'étaient proposées. Pourtant, mon envie de manger émotionnellement n'a jamais vraiment disparu. Au contraire, plus j'essayais de rediriger la gestion de mes émotions, plus mon envie de tout dévorer devenait intense et urgente. La conclusion était tout le temps la même. Après être sorti boire un verre ou fait une méditation, je terminais quand même le nez dans un pot de crème glacée que je finissais en un temps record sans même y faire attention. Puis, la culpabilité terrible juste après. Aujourd'hui, mes émotions sont accueillies, vécues et digérées sereinement. Je vais vous expliquer le processus que j'ai suivi en vous racontant une histoire. Si vous avez vu plusieurs de mes vidéos, vous savez que j'adore les métaphores. Alors, en voici une nouvelle. Mais juste avant, si vous voulez ne louper aucun des prochains épisodes, il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette, la petite cloche. Maintenant, lâchez votre envie de comprendre instantanément et laissez-vous porter par votre imagination. Imaginez-vous en plein milieu d'une forêt de sapins au beau milieu de l'hiver. Tout est recouvert d'une épaisse couche de neige. Vous avez passé la nuit dans un petit chalet chauffé au feu de bois. Le matin venu, en ouvrant les fenêtres pour aérer, vous ressentez instantanément le froid glacial de l'extérieur. Vous avez la chair de poule et tous vos muscles se crispent. Instinctivement, vous allez chercher votre gros pull rouge préféré pour vous réchauffer. Vous décidez ensuite de sortir pour chercher du bois pour la cheminée. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres dans la forêt, vous rencontrez un voisin qui vous interpelle et vous dit ceci. Tu sais, j'ai entendu que c'était pas normal d'avoir besoin d'un gros pull rouge pour gérer ta température corporelle. Trouver du réconfort en portant un gros pull rouge, c'est super malsain. Ton corps peut réguler sa température tout seul. Tu devrais enlever tes vêtements. C'est pas naturel de devoir en porter. Tu dois apprendre à gérer ta température sans pull rouge. Ou alors, tu devrais faire comme moi, mettre un pull vert. Le vert, c'est mieux pour gérer sa température corporelle. Allez, suis-moi, j'ai une petite boutique où on vend plein de pulls verts. A priori, vous risquez de vous poser quelques questions sur l'équilibre psychique de cet individu et vous méfier de ses propos. Utiliser votre gros pull rouge préféré pour vous tenir chaud est complètement naturel et instinctif, non? Un pull vert pourrait aussi probablement vous y aider, mais c'est pas de lui dont vous avez envie tout de suite. Est-ce que vous songeriez maintenant à vous sentir coupable parce qu'à chaque fois que vous avez froid, vous enfilez votre pull rouge? A priori, non. Alors, pourquoi devrions-nous accorder du crédit à toutes les personnes qui disent que manger émotionnellement n'est pas normal? Que c'est malsain, qu'il faut absolument trouver un autre moyen de gérer ses émotions, qu'il vous faut absolument un pull vert. Lorsque vous éprouvez une émotion, celle-ci se manifeste dans votre corps par le biais de ressentis, de sensations qui trouvent leurs origines dans des mécanismes hormonaux et neurochimiques. Par exemple, les manifestations du stress sont provoquées par l'augmentation de certaines hormones comme le cortisol ou l'adrénaline. Le fait de manger des aliments plaisants et satisfaisants va vous permettre de réguler ces hormones afin de retrouver un équilibre. C'est un processus sain et naturel qui est présent chez tous les êtres humains, même chez les mangeurs normaux pour qui ce processus est très instinctif et sans aucune remise en question. S'ils ont envie de manger, ils mangent et passent à autre chose. Mais est-ce que la nourriture est le seul moyen de gérer ses émotions? Évidemment non. Les mangeurs normaux gèrent parfois leurs émotions avec de la nourriture, mais aussi parfois avec du sport, de la danse, de la communication, de l'écriture, de la méditation, de l'introspection, du sexe, une douche, du sommeil, de la drogue ou n'importe quoi qui permet de réguler un ressenti qui est désagréable. Super, génial! Mais si c'est si naturel et sain de se réguler avec la nourriture,
Pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour vous? Pourquoi vous continuez de vous sentir mal malgré avoir mangé énormément et pourquoi la nourriture est votre seul, unique et privilégié moyen de réguler vos émotions? Pourquoi tous les autres outils vous paraissent complètement dérisoires? Calm down and point by point. L'objectif d'une prise alimentaire émotionnelle est de vous faire vous sentir bien. Et c'est exactement ce qui se passe pour les mangeurs intuitifs. Ils mangent et se sentent mieux. Alors, pourquoi pas vous? Parce que votre véritable addiction, ce n'est pas la nourriture. C'est le contrôle et donc le jugement. Si vous n'acceptez pas l'idée de manger émotionnellement, vous allez y réfléchir puis vous juger en vous disant que c'est mal. Vous allez vous promettre de ne plus jamais recommencer. Vous allez éprouver de la culpabilité en vous disant « Oh là là, j'ai un grave problème avec la nourriture, je suis un mangeur émotionnel. » Je suis malade, complètement malade. Cette dernière phrase est très importante et révélatrice. Non seulement vous jugez vos comportements alimentaires, mais en plus vous vous identifiez à eux. Vous rattachez votre identité à un comportement alimentaire que vous qualifiez de négatif. Ce jugement, la culpabilité et la peur qui y sont liées viennent bloquer la régulation naturelle. Le soulagement que vous devriez normalement éprouver est remplacé par un mal-être encore plus intense. Résultat, votre tentative de régulation a échoué. Votre prise alimentaire n'a servi à rien d'autre qu'à aggraver la situation. Maintenant, vous avez besoin de manger encore plus et, foutu pour foutu, puisque vous êtes si nul, autant se goinfrer jusqu'au bout. Une crise de compulsion est lancée. L'objectif ici est de vous faire mal physiquement afin d'anesthésier le mal-être psychique. C'est semblable à certains mécanismes liés à l'automutilation. La douleur mentale est tellement forte qu'on éprouve le besoin urgent de se faire mal physiquement afin de court-circuiter la douleur psycho-émotionnelle ou de se punir pour soulager un sentiment de culpabilité qui est devenu simplement trop lourd. Si la douleur psycho-émotionnelle n'était pas si intense, le fait de s'infliger une douleur physique ne serait pas une stratégie viable. Raison pour laquelle la déculpabilisation et l'auto-bienveillance sont des outils qui sont tellement efficaces. Ensuite, pourquoi la nourriture est votre unique moyen de faire face aux émotions alors que les mangeurs intuitifs font plein d'autres choses à la place? La compensation, le biais de rareté, le biais d'anticipation. Si vous avez déjà vu plusieurs de mes vidéos, vous devez probablement être familier avec ces différents concepts. Pour résumer, la nourriture est beaucoup plus attirante et excitante pour vous qui n'êtes pas dans une autorisation totale et inconditionnelle de manger de tout et tout le temps. Plus vous éprouvez une forme d'insécurité vis-à-vis de la nourriture, plus elle devient attrayante et donc potentiellement efficace pour réguler vos émotions. Votre cerveau sait très bien que le fait de manger des aliments interdits va procurer beaucoup plus de plaisir que s'ils étaient totalement autorisés. Ces deux facteurs additionnés font que non seulement vous avez toujours envie d'utiliser la nourriture pour gérer vos émotions, mais qu'en plus cette stratégie est inefficace sur le moyen long terme. Ok, maintenant qu'on a bien compris les rouages de l'alimentation émotionnelle souffrante, on fait quoi concrètement? Voici 3 points que vous pouvez mettre en place immédiatement. Premier point, normaliser. C'est la première étape, la plus simple à comprendre, mais probablement la plus difficile à appliquer. Il s'agit simplement de normaliser le fait de manger émotionnellement sans avoir faim physiquement. Commencez par arrêter de vous identifier à vos comportements alimentaires. Vous n'êtes pas un mangeur émotionnel. Vous êtes un être humain qui mange parfois émotionnellement, comme tous les autres êtres humains. Je suis désolé de vous le dire, mais vous n'êtes pas aussi spécial que ce que vous pensez. Lorsque vous mangez émotionnellement, dites-vous simplement que cela est normal. Quand la voix du jugement et de la culpabilité arrive dans votre esprit, ne luttez pas contre elle. Contentez-vous simplement d'observer comment elle agit sur vous. Ici, l'observation de vos dialogues internes est la clé. Plus vous avancez dans ce processus de normalisation, moins vous aurez besoin de grandes quantités de nourriture parce que la peur et la culpabilité vont diminuer en conséquence.
Et le deuxième point, profitez. Et oui, puisque l'objectif de la prise alimentaire est de soulager un inconfort, donnez-vous l'autorisation de prendre du plaisir. Prenez le ou les aliments qui vous donnent envie et appréciez-les à leur juste valeur. Sentez comme c'est agréable et bon d'honorer votre envie. Profitez de chaque odeur, de chaque texture et de chaque goût. Ne vous laissez pas gâcher votre plaisir par les pensées parasites de jugement et de culpabilité. Troisième point. Introspection. Le fait de vous autoriser à manger n'exclut pas tous les autres outils. Si vous êtes stressé, vous ne devez pas choisir entre la méditation et la nourriture. Vous pouvez faire les deux. Faire un exercice de respiration, manger ensuite, ou alors manger et faire un exercice de respiration après ou en même temps. Si vous êtes en colère, lui permettre de s'exprimer n'exclut pas le fait de manger avant ou après ou pendant. Plus sérieusement, depuis le début de cette vidéo, nous sommes en train de parler de gérer ses émotions et c'est ok. Mais pour être complètement franc, je pense que l'idéal est simplement d'accepter de vivre les émotions sans les qualifier de bien ou de mal. Se laisser traverser par les émotions est le seul moyen de s'en libérer véritablement. Contrairement à certains gourous, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'accueillir et de vivre ces émotions en permanence. Parfois, c'est ok simplement d'avoir envie de fuir l'inconfort. C'est juste humain et naturel de ne pas vouloir rester en plein dans la souffrance tout le temps. Mais il ne faut pas oublier que nos émotions ont une fonction. Elles sont là pour quelque chose. Ce quelque chose, c'est un message. Attention, nouvelle métaphore. Si nous étions un téléphone portable, nos émotions sont les notifications des applications de notre monde intérieur. Elles sont là pour nous parler de nous donner des informations sur ce qui se passe, ce qui ne va pas, ce qu'il faut faire ou les mises à jour nécessaires. Vous n'êtes pas obligé de vous occuper de toutes vos notifications à chaque fois que vous checkez votre portable et vous pouvez décider d'ignorer certaines notifications. Mais il est fortement recommandé de prendre le temps de vous en occuper de temps en temps. Particulièrement si une notification revient régulièrement et fait beaucoup de bruit. Un appel ou votre réveil par exemple. Vous pouvez ignorer sa sonnerie une ou deux fois, mais si vous continuez à le faire, vous risquez d'avoir de gros problèmes. C'est pareil avec vos émotions. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour les réguler quand c'est nécessaire, mais il faut s'en occuper à un moment donné. Vous avez besoin de vous arrêter, d'accueillir vos émotions, de les vivre et d'essayer de comprendre le message qu'elles essaient de vous faire passer. Particulièrement s'il s'agit d'une émotion qui est récurrente et spécialement insupportable. Une émotion, un message va toujours trouver le moyen de se faire entendre. Si votre mental décide de refouler une émotion, le corps va la renvoyer sans cesse en augmentant l'intensité afin de trouver un moyen d'être évacué. Plus vous tentez d'éviter ou d'étouffer une émotion, plus elle devient puissante afin d'être entendue. Beaucoup de maladies psychiques et physiques trouvent leurs racines dans une émotion qui a été bloquée pendant trop longtemps. Par exemple, si vous refusez de vivre ou d'exprimer une colère, vous allez l'enfouir profondément à l'intérieur de vous et tenter de l'étouffer par tous les moyens. Par exemple, par la nourriture ou le contrôle. La colère va grandir et risque de finir par s'exprimer sous une autre forme. L'angoisse. Vous allez vivre des crises d'angoisse sans savoir pourquoi. C'est la stratégie que votre corps a choisie pour évacuer cette énergie. Déguiser la colère en peur pour qu'elle puisse enfin s'échapper. L'intensité de la crise d'angoisse sera proportionnelle à la résistance de votre mental. Plus vous voulez éviter une émotion, plus elle devient forte pour finir par exploser de façon complètement incontrôlable. Un autre exemple. Régulièrement, vous éprouvez un sentiment de solitude qui vous ramène à votre enfance. Ce sentiment paraît trop dangereux à votre mental qui s'occupe de trouver des stratégies pour refouler ce sentiment dès qu'il se présente. Donc, au lieu de ressentir ce sentiment de solitude et de l'affronter, votre mental va le déguiser en un sentiment de tristesse ou d'ennui profond. C'est toujours désagréable, mais moins dangereux. Alors, régulièrement, vous allez vivre des journées de déprime intense qui sont en fait la manifestation de la peur de la solitude qui a été refoulée. Résolument,
il n'existe aucun échappatoire à vos émotions. Elles sont là pour être entendues, acceptées et vécues. Dès le moment où vous accepterez d'arrêter de courir, de vous poser et de les écouter, les tempêtes commenceront à se calmer. Les émotions qui paraissaient si dangereuses commencent à se dégonfler sitôt qu'elles sont reconnues et normalisées. Ce n'est ni simple ni confortable, mais ce travail me paraît indispensable en parallèle du lâcher-prise alimentaire. Écouter les besoins de votre corps, apprendre à reconnaître ses limites, ce n'est pas qu'une question de faim ou de satiété comme on aimerait vous le faire croire. C'est avant tout et surtout une question de rapport à soi-même, d'acceptation, et clairement, l'acceptation et l'amour sont synonymes. Résolument, c'est une question d'amour de soi. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, vous n'avez pas besoin de vous trouver génial et magnifique pour vous aimer. Vous avez plutôt besoin d'accepter votre humanité. J'ai commencé à m'aimer pour de vrai le jour où j'ai accepté que la médiocrité fait aussi partie de moi. Parfois, je me trouve génial, parfois je me trouve franchement bête ou nul. Mais dans tous les cas, j'accepte que ça fait partie de l'être humain que je suis. Certains jours, je me trouve beau, d'autres jours, je me trouve carrément laid. Mais ça ne change rien au fait que c'est mon corps, que je l'aime inconditionnellement. Chaque jour, j'essaye de fuir les étiquettes identitaires, les cases qui nous enferment. Parfois, je suis généreux, parfois, je suis radin, parfois, je suis gentil, parfois, je suis méchant. Pour être plus exact, je devrais plutôt dire parfois, j'adopte un comportement jugé subjectivement comme gentil et parfois, j'adopte un comportement jugé tout aussi subjectivement comme méchant. Mais je m'identifie plus à toutes ces étiquettes. Je sais désormais que je suis à la fois l'ombre et la lumière, comme vous. Voilà, après des années de galère à essayer de comprendre comment faire pour s'aimer, c'est ça que j'ai compris. Renoncer à être autre chose que ce que je suis aujourd'hui, maintenant. Accepter d'être à la fois le génie et l'idiot que je suis. Renoncer à scléroser mon identité. Renoncer à l'illusion de mon ego. Ce que je vous propose, c'est d'embrasser votre réalité présente avec toute votre complexité et vos nuances. Est-ce que ça signifie renoncer à tout changement ou à toute transformation? Est-ce que c'est une forme de défaitisme que je vous propose? En fait, c'est l'exact opposé. Ce que je propose, c'est de prendre la décision ferme et courageuse d'arrêter de se bagarrer avec soi-même pour devenir une meilleure version. Ce que je propose, c'est de poser les armes, de s'asseoir et de se prendre dans les bras, se demander pardon et faire la paix avec soi-même. Ce que je propose, c'est de trouver en vous tout ce que vous cherchez frénétiquement à l'extérieur, de devenir votre meilleur allié, votre meilleur ami. Vous avez et vous allez probablement rencontrer des êtres humains absolument sublimes, avec qui vous allez avoir des relations magnifiques et enrichissantes. Mais finalement, il s'agira de comprendre que la plus grande, la plus belle et la seule véritable histoire d'amour qui existe, c'est celle qui vous relie à vous-même. Comprendre que vous êtes la seule personne avec laquelle vous êtes condamné à vous endormir chaque soir et vous réveiller chaque matin. Qu'en vous regardant dans le miroir, vous ne verrez jamais rien d'autre que votre propre reflet. Et que ça vous plaise ou non, il va falloir faire avec. Alors, puisqu'on y est, puisqu'on est vivant, autant faire les choses bien pour vivre une vie alignée et incarnée. Autant s'épouser une bonne fois pour toutes. Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, c'est probablement parce que vous êtes dans cette démarche de prise de conscience, d'émancipation de vieux schémas, et pour cela, j'ai déjà envie de vous dire bravo. Si vous désirez avancer efficacement sur cette route de pacification alimentaire, je continue de proposer des bilans personnalisés entièrement gratuits. Concrètement, il s'agit d'appels avec moi durant lequel on pourra faire le point sur les blocages qui existent entre vous, votre corps, la nourriture et vos émotions. Si vous souhaitez débloquer votre accès, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en description. Vous recevrez immédiatement un mail avec tout le détail. Si vous souhaitez louper aucun des prochains épisodes, il vous suffit de vous abonner et d'activer clochette, la petite cloche. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un like. Si vous avez la moindre question ou remarque, je vous attends dans l'espace commentaire. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Au revoir.